Consacré à Diallo Telli, le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Le problème des mercenaires, je dois le reconnaître, est actuellement la forme la plus agressive du néocolonialisme. Août 1958. Alors que gronde un peu partout en Afrique francophone un vent de nationalisme, de liberté, amplifié par la crise en Algérie, le général de Gaulle, qui n'a pas l'intention de donner tout de suite leur indépendance à ces territoires qui l'ont soutenu dans la guerre contre le régime nazi, décide d'entamer une tournée pour proposer aux populations de voter en faveur du oui pour le référendum de communauté qu'il leur propose. Un statut un peu particulier qui les garde au sein de l'Union française en leur accordant quelques prérogatives supplémentaires. Un processus qui va peut-être leur permettre d'accéder plus tard à l'indépendance. L'homme du 18 juin 1940 qui sillonne l'Afrique n'éprouve aucune réelle difficulté à convaincre les dirigeants de tous ces territoires puisqu'ils étaient tous acquis à Paris. Les nationalistes, très souvent baptisés maquisards, ayant été tous écartés des affaires. Lorsque son avion atterrit à Conakry, le général de Gaulle s'attend à une étape ordinaire où le leader local va exhorter les populations à voter en faveur du oui au référendum et où tout va se terminer par des tam-tams et des danses. Il n'a pas pris le temps de lire le discours du leader du PDG, le Parti démocratique de Guinée, Sékou Touré, qui prend la parole. Il n'y a pas une communauté franco-africaine solide et dont la pérennité sera d'autant plus garantie qu'elle n'aura plus dans son sein de phénomènes d'injustice, de discrimination ou toute cause de dépersonnalisation et d'indignité. Notre cœur, notre raison, en plus de nos intérêts les plus évidents, nous vont choisir sans hésitation l'interdépendance et la liberté dans cette union, plutôt que de nous définir sans la France et contre la France. La qualité, ou plutôt la nouvelle nature, des rapports entre la France et ses anciennes colonies devra être déterminée sans paternalisme et sans duperie. Nous disons non de manière catégorique. Piqué au vif, le général de Gaulle répond sur le même ton au peuple de Guinée qui applaudit son leader. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France demande, la communauté franco-africaine. Nous ne sommes pas à l'époque des démagogues. Qu'ils s'en aillent, les démagogues, là où on les attend. Ce discours signe en réalité la rupture de la France avec la Guinée puisque le 28 septembre 1958, lorsque la population vote en faveur du non au référendum et accède ainsi à l'indépendance, le 2 octobre de la même année, la France annonce sans tarder qu'elle retire son administration et suspend ses crédits. Elle rapatrie tous ses fonctionnaires qui partent en emportant avec eux tout ce qu'ils avaient installé dans le pays, même les câbles de téléphone. Le jeune État, fraîchement indépendant, doit maintenant faire face à la réalité. Les caisses sont vides. Mais le courage de Sékou Touré a attiré sur la Guinée la sympathie de tous les intellectuels africains qui voient en lui l'exemple, le modèle du panafricanisme. Ils affluent en Guinée, ils y effectuent même des pèlerinages. C'est dans ce contexte euphorique que Diallo Telli, qui est à ce moment-là secrétaire général du Grand Conseil de l'AOF, l'Afrique occidentale française, basé à Dakar, décide le 24 octobre 1958 de rédiger et d'envoyer sa démission au ministre de la France d'Outre-mer, Bernard Cornu-Gentil. Une lettre où il écrit notamment ceci. « J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que des raisons de haute conscience morale que vous comprenez aisément, j'en suis sûr,
m'ont amené à me mettre au service de la Guinée, mon pays natal. Diallo Telli rejoint donc la Guinée. Vous savez qu'à l'époque, la Guinée n'avait que 2 magistrats guinéens. Donc, il a décidé de rentrer et de donner un coup de main dans la gestion du nouvel État. Il est passé à Dakar, démissionné au Grand Conseil, où il était secrétaire général. Il a rejoint la Guinée, où, au lieu de le mettre dans la justice qui était son domaine, on a préféré l'envoyer comme représentant permanent de la Guinée aux Nations Unies. Un poste clé puisque le rêve de toute nation fraîchement indépendante est d'accéder à l'ONU, d'être reconnu par la communauté internationale. Sékou Touré accorde une importance capitale à cette accession au sein des Nations Unies. Le jeune fonctionnaire qui arrive à New York avec pour mission de faire rentrer son pays dans la tour de verre de Manhattan, même s'il a fait ses classes avec certains des diplomates qu'il croise dans les couloirs de l'ONU, doit faire face à un obstacle de taille. La France est opposée à son entrée aux Nations Unies. Elle menace d'user de son droit de veto pour lui barrer l'accès. Il faut dire qu'à cette période, un État admis à l'ONU était reconnu comme définitivement indépendant et membre de plein droit de la communauté internationale au sein de laquelle il pouvait désormais s'exprimer en son nom et sans retenue. Pendant plus de 2 mois, la France use de tous ses contacts, de toutes les astuces pour empêcher la réalisation de ce projet. Mais avec l'aide de quelques diplomates qui y ont pris en sympathie Diallo Telli, notamment ce que l'on a baptisé le groupe des pays afro-asiatiques, et le précieux appui de l'ambassadeur Chapman du Ghana, le 12 décembre 1958, la Guinée va devenir, au cours d'un vote auquel la France s'abstient, le 82e État membre des Nations Unies. Diallo Telli prend pour la première fois la parole devant l'Assemblée générale et occupe sa place à côté de la délégation ghanéenne. Jusque-là, il était dans le sillage, dans l'ombre protectrice et discrète de l'ambassadeur Chapman du Ghana. Son président, Sékou Touré, peut le féliciter pour le brio avec lequel il a mené cette mission. Le jeune Diallo Telli lui a permis de briser son isolement. Diallo Telli va rapidement devenir un acteur, un militant de la cause du tiers-monde au sein des Nations Unies. En février 1959, il présente un projet de résolution recommandant l'organisation d'élections libres dans les territoires sous tutelle, c'est-à-dire le Togo et le Cameroun. Au mois de juillet de la même année, il monte au créneau pour condamner la politique de reconquête coloniale en Algérie et proteste contre les essais nucléaires qui se déroulent au Sahara. Il se révèle rapidement un vrai ténor et la délégation guinéenne dont il est le patron devient une véritable cellule de réflexion d'une grande efficacité dont l'influence se fait sentir dans tous les secteurs décisifs de l'ONU. C'est probablement ce qui va amener le secrétaire général Dag Hammarskjöld à le nommer membre du comité consultatif de règlement de la brûlante crise congolaise. Diallo Telli se trouvera au centre de toutes les discussions officielles, prenant des contacts personnels avec tous les personnages concernés. Il entretient des liens très très forts avec le nationaliste Patrice Emery Lumumba. Si au sein des Nations Unies, Diallo Telli est très apprécié, en interne, il ne bénéficie toujours pas de la confiance des dirigeants de son pays. Sékou Touré se méfie de lui et lui mesure sans cesse son appui. Quelques mois seulement après son accréditation, le 24 décembre 1959, à la veille de l'ouverture de la session de l'Assemblée générale à laquelle Sékou Touré tient à assister lui-même, à la surprise générale, il nomme Sori Kaba ambassadeur auprès des Nations Unies. En fait, Diallo Telli va rester en place jusqu'au 30 juin 1960, mais il est en disgrâce. Resté cependant ambassadeur aux États-Unis, Diallo Telli sera toujours membre de la délégation guinéenne, mais n'aura plus le titre de représentant permanent. Il sera donc théoriquement écarté pendant les assemblées générales de 1959 et 60, au cours desquelles Sékou Touré fut présent. Ce que nous demandons au nom de la solidarité internationale et avec la profonde conviction que le développement du monde est dû à l'apport de tous les peuples. C'est une aide fraternelle qui permette à l'Afrique de se libérer entièrement de la contrainte et de l'exploitation étrangère. Je crois exprimer ici le choix des peuples sous-développés du monde lorsque j'affirme qu'à travers eux, l'Afrique est partie à la rencontre du monde.
Chaque visite du président guinéen ou de celui de son demi-frère Ismaël Touré, avec qui Diallo Telli avait eu quelques différends au moment où ils étaient étudiants en France, correspond à une tentative d'effacement du diplomate. Le 1er mars 1961, Diallo Telli est à nouveau nommé ambassadeur permanent de la Guinée auprès des Nations Unies. Il cumule cette fonction pendant quelques mois avec celle d'ambassadeur auprès du gouvernement américain. À la 17e Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre en septembre 1962, il est élu vice-président de l'Assemblée générale. Il voit donc traiter les dossiers les plus brûlants qui se bousculent au sein de l'ONU. Il fait voter, le 6 novembre de la même année, la création du comité spécial contre l'apartheid. Il en deviendra le président l'année suivante. Monsieur le secrétaire général, chers collègues, ce n'est pas sans une profonde émotion que je me suis installé tout à l'heure à ce siège, invité non seulement à participer, mais à présider les débats d'un organisme de l'importance du nôtre et qui a mission de rechercher une solution à la politique d'apartheid, l'une des plus graves tragédies que connaît le continent africain et par-delà ce dernier, toute la communauté internationale. Aussi, je voudrais que mon premier mot soit pour exprimer ma très sincère gratitude à vous tous sans distinction, chers amis, pour le très grand honneur que vous venez de me faire en m'élisant à l'unanimité à la présidence de ce comité spécial. Diallo Telli va prendre très à cœur cette tâche puisqu'il conduit à Londres l'année d'après, c'est-à-dire en 1963, une forte délégation du comité spécial qui déjà élabore un projet de sanctions contre l'Afrique du Sud. C'est alors que le retentissant procès de Nelson Mandela précipite la radicalisation de la branche militaire de l'ANC. Un discours fleuve prononcé lors de la 17e Assemblée générale des Nations Unies, Sékou Touré, qui avec quelques homologues africains rêve désormais de l'unité africaine, va demander à son ambassadeur auprès des Nations Unies, qui bénéficie d'un important carnet d'adresses et d'une solide expérience dans la diplomatie, de l'aider dans la préparation de la conférence qui marquera l'avènement de l'institution africaine. Commence alors le périple africain qu'il va effectuer dès 1963 à travers l'Afrique. Il parcourt le continent avec Sékou Touré. Le but est de réduire les dissensions, les virulentes oppositions entre les groupes dits de Casablanca, c'est-à-dire les révolutionnaires, et celui de Monrovia, les modérés. Il faut les amener à une position commune sur la question du panafricanisme. Le 25 mai 1963, l'objectif est atteint. Les chefs d'État réunis à Addis Abeba, en Éthiopie, signent la charte fondatrice de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Le monde entier enregistre pour la première fois une victoire de la volonté unitaire des peuples africains. À Addis Abeba, 30 pays sont représentés, dont 27 par leur chef d'État. L'empereur Haïlé Sélassié exulte. Les ennemis de l'Afrique prient désormais. Ils sont en train de prier pour l'échec de cette conférence. Les peuples d'Afrique prient également. Ils prient pour le triomphe du panafricanisme, le triomphe du régionalisme et du nationalisme. Ils prient spécifiquement pour le triomphe de tous les groupes, celui de Monrovia, celui de Casablanca et tous les autres. À cette conférence constitutive où la charte est adoptée, l'on va même voter les premières résolutions concernant la lutte contre l'apartheid et celle des mouvements de libération dans les colonies portugaises. Il faut maintenant chercher un secrétaire général, un éminent diplomate doublé de qualité de juriste et d'homme de culture. Sékou Touré, tout encore auréolé de son fameux nom au général de Gaulle, mais aussi du rôle qu'il a joué dans la création de cette organisation, voit son demi-frère Ismaël Touré à ce poste. Mais ses pairs ne sont pas du tout de cet avis. Il n'a pas la stature. Nombre de pays francophones appuient plutôt la candidature d'un autre intellectuel, le Dahoméen Émile Derlin Zinsou.
mais certains l'accusent d'être pro-israélien, ce qui provoque des réactions négatives de pays francophones arabes, tels la Mauritanie qui aurait pu voter pour lui. Mais c'est finalement au deuxième conseil des ministres tenu en juillet 1964 au Caire que Diallo Telli est finalement élu secrétaire général de l'OUA. L'empereur Ali Sélassié invite M. Diallo Telli à monter à la tribune pendant que le vice-président demande à l'Assemblée d'écouter la prestation de serment du secrétaire général. Moi, Diallo Telli Boubacar, je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine, de m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Organisation de l'Unité africaine, sans solliciter ni accepter dans l'accomplissement de mes devoirs d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation. Je le jure. Pour le juriste devenu par la force des choses diplomate, c'est le début d'une nouvelle ère qui va profondément bouleverser sa vie. Surtout que sa popularité commence à agacer son président. Sékou Touré, qui n'a pas soutenu sa candidature, ne voit pas d'un bon œil l'ascension de ce Peul qui a pour ami ses homologues et qui est reçu par les grands de ce monde. Une jalousie qui risque d'être fortement préjudiciable à Diallo Telli. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série que nous lui consacrons. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.